Il y avait même une année, on m'avait dit que j'avais surpassé les ventes de Tintin et d'Astérix. On nous a appris dans la boîte où je travaillais qu'il allait y avoir un plan de licenciement. Et du coup, pof, il y a une lumière qui s'est allumée dans ma tête. J'ai levé la main, j'ai dit, je veux en être. Chose incroyable, le lendemain de mes envois, pof, Delcourt m'appelle, quoi. Ça a mis 24 heures. C'est la chose la plus improvisée que j'ai fait au monde. J'ai presque fait les légendaires parce que j'avais pas d'autre idée. Et moi, je m'étais dit, MBD Jeunesse, j'ai pas le droit de montrer ceci, j'ai pas le droit de faire cela. Donc, je m'étais imposé, en fait, beaucoup de barrières dans ce que je pouvais faire, alors qu'en fait, il y en avait pas. Et ça lui a donné sa vocation de pompier. Il m'a dit, à chaque fois que je sauve une vie, c'est un peu grâce aux légendaires, quoi. Patrick, on est chez toi aujourd'hui, à Limoges. Tout à fait. Enfin, à côté de Limoges. À côté de Limoges, c'est vrai. À côté de Limoges. Parce que t'es originaire... Alors, je suis originaire de Limoges, j'y suis né. Mes parents sont immigrés, sont venus s'installer à Limoges. Et moi, je me suis installé juste à côté, à Riac-Rancon. Donc, je reste Limougeau dans le cœur, complètement. Limougeau dans le cœur, exactement. Ta région, elle est connue pour une chose, et c'est toi qui me l'as appris. Oui, pour la porcelaine. Enfin, pas que, mais c'est vrai que la porcelaine et Limoges, voilà, si on doit chercher la renommée de Limoges internationalement, c'est pour sa porcelaine. Ouais, si vous voulez en venir, justement. Voilà, c'est ça, c'est pendant plus de 12 ans. J'ai été décorateur sur porcelaine avant d'être auteur de bande dessinée. C'est un métier artistique dans lequel forcément mes aptitudes de dessin ont trouvé leur épanouissement. Parce que ce que tu me disais un petit peu plus tôt, c'est que toi, t'as toujours dessiné. C'est ça. Si on parle concrètement de bande dessinée, parce que du dessin, tous les gamins en ont fait très tôt. Voilà, c'est la première activité à laquelle ça donne les enfants. Mais si on doit parler carrément de bande dessinée, même si à l'époque ce que je faisais tenait plus du brouillon qu'autre chose, j'en fais depuis l'âge de 5 ans en fait. Ouais. Ça a toujours été ma passion. Pas ma vocation, mais depuis tout petit, je fais des personnages. Alors c'était des petits personnages en bâtonnet, comme n'importe quel gamin dessinait ses personnages au départ. 5 bâtons, un rond, et on avait un personnage. Et ensuite, je quadrillais mes feuilles façon damier et je faisais mes petites histoires comme ça. Ouais. Et puis ce talent pour le dessin, enfin cette vocation par le dessin, ça fait que tu as pris du niveau. Donc forcément, tu t'es professionnalisé, tu l'as dit, dans la porcelaine. Tu dessinais sur porcelaine? Alors je dessinais, mais je peignais plus que je ne dessinais. Comment ça se passe en fait? C'est quoi le... Alors en fait, le secteur dans la boîte où j'étais, dans lequel je travaillais, j'étais dans le secteur qu'on appelle le pain-main. C'est-à-dire qu'on décorait des boîtes à bijoux, des petites figurines, des petites choses figuratives en porcelaine, et qui étaient des objets de collection numérotés, comme des figurines de collection d'ailleurs, comme il peut y avoir autour de moi. Et donc c'était des objets vendus très chers. C'était des objets de luxe, faits pour les ventes privées ou cadeaux d'affaires, ce genre de choses. On avait beaucoup de clients prestigieux d'ailleurs, soit dans le flacon comme Cognac, ou alors même chez Disney, on faisait des figurines en porcelaine Disney. D'ailleurs, c'est amusant, c'est qu'une fois un jour que je visitais Euro Disney et que je suis rentré dans une des boutiques de Disneyland, et ben du coup j'y ai retrouvé les figurines que j'avais pas. C'était bien les miennes. Il y avait mes initiales dessous. Mais non. Ouais. J'étais retombé sur les boîtes et que j'avais décoré. Donc c'était assez marrant. Ouais. Mais ça veut dire que ça c'est un process qui est pas du tout industrialisé et qui est vraiment très manuel. Ça l'était industrialisé, ça l'était quand même un peu dans le sens où on avait un temps imparti pour réaliser les boîtes parce que pour les vendre au tel prix, il fallait pas que ça coûte plus de temps en temps de travail, tout ça. Donc on faisait quand même les boîtes à la chaîne. Mais comme chaque peintre avait un peu son style, elles étaient toutes différentes les unes des autres. D'accord. T'étais libre de la création ou t'avais... Non, on avait des modèles à suivre. Le chef d'atelier, je l'ai été pendant quelque temps, mais le chef d'atelier créait le modèle, alors déjà d'après des dessins imposés par le client, et nous ensuite on reproduisait le modèle qu'avait fait notre chef d'atelier. Et il fallait s'y coller le plus possible parce que c'était ce boîtier-là qu'il avait fait à l'origine, qui avait été validé par le client, donc il fallait que nous on se calque ensuite sur lui pour essayer de réaliser le plus fidèlement possible. Ce qui avait d'ailleurs posé un peu des soucis parce que Disney aurait voulu que toutes les boîtes soient les mêmes, et mais on leur expliquait non, c'est fait à la main, donc chacun fait un peu son style. Si vous voulez du fait à la main, faut accepter que ça soit unique, quoi. Donc mais c'était ça que je faisais. Toute la journée tu peignais? C'est ça. Et tu rentrais chez toi, tu faisais de la BD? C'est ça, parce que c'était quand même deux choses assez différentes. C'était deux univers différents déjà, parce qu'une fois que je rentrais chez moi, je créais mes propres histoires, mais alors pas forcément mes propres univers, parce que lorsque j'étais ado et jeune adulte, je faisais plus de la fanfiction.
publication. Ouais, alors sur quoi? Saint Seiya, ne serait-ce que pour voilà. Forcément. Et j'ai fait une BD de 180 pages sur Saint Seiya, qu'on peut d'ailleurs trouver sur le site web des légendaires. Vous tapez Abraxas, Abraxas, c'était le nom de la fanfiction que j'avais faite de Saint Seiya, et on peut la lire et la télécharger gratuitement en PDF sur le site des légendaires. Alors j'ai fait ça quand j'avais 17-18 ans, donc c'était pas d'un niveau professionnel ouf de chez ouf, mais en tout cas j'avais fait une BD, elle m'a pris 2 ans à faire. Ah ouais, quand même. Et j'ai fait une BD de Saint Seiya. Coloré et tout. Ah non, c'était en noir et blanc. J'avais pas d'ordi à l'époque, alors c'était à l'encre de Chine avec des lavis, avec des gris au pinceau et tout ça. Ouais, j'avais la patience à l'époque. Ah ouais. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans, ça m'a bien aidé à délayer, à dénouer le poignet, on va dire, parce que du coup, oui. Même mon métier de décorateur sur porcelaine m'a appris à avoir le geste sûr et rapide, parce qu'il fallait que le dessin soit propre, impeccable et bon dès le départ. Il fallait pas s'amuser à essuyer, à refaire parce que ça coûtait trop cher. Mon métier de décorateur sur porcelaine que j'ai exercé pendant plus de 12 ans, en fait, m'a beaucoup appris sur la façon de travailler de manière efficace et rapide. Et c'est sans doute grâce à ça, j'ai envie de dire, que lorsque j'ai commencé la BD, j'étais très productif parce que j'avais des techniques de dessin, de façon de travailler le trait qui étaient très rapides, quoi. Ah, forcément. Et je pense que ça se traduit même aujourd'hui. Quand là j'ai vu les storyboards que tu faisais, c'est très peu griffonné. C'est quand même assez précis. Alors c'est très précis, mais là c'est pour d'autres raisons. Okay. Sachant que je ne dessine plus maintenant les séries des légendaires, je sous-traite. Je sais pas si c'est bien le mot, mais je scénarise et je storyboard et je fais le chara-design de la plupart des séries. Et ensuite c'est repris par d'autres illustrateurs, illustratrices que j'ai recrutés dans mon entourage et qui sont très très bons dans leur domaine respectif. Et du coup, pour un gain de temps, comme je n'écris pas mes scénarios noir sur blanc, je ne décris pas ce qui se passe dans chaque case, chaque bulle, ce genre de choses. Donc en fait, je fais toute la BD au crayon, mais de manière très poussée, de manière à ce que les illustrateurs, lorsqu'ils prennent la suite, aient déjà des étapes pré-mâchées, on va dire. C'est ça, mais tu vois, je trouve ça très propre même pour une première. En fait, pour un premier jet, alors ça dépend des scènes, parce que des scènes où j'ai des personnages à dessiner, c'est souvent très propre. Par contre, dès qu'il y a des décors, je suis un peu moins à l'aise, et là souvent je schématise, et c'est à l'auteur de se débrouiller pour faire quelque chose de chouette. Voilà, tout ce qui est un peu mes points faibles, je les laisse au dessinateur ou à la dessinatrice. Mais on reviendra plus tard sur ta manière de fonctionner parce que je pense que c'est assez intéressant, c'est assez original. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent en tant que scénariste différemment que toi. Il doit y avoir autant de méthodes différentes que de personnes. Et du coup, je suis hyper curieux qu'on revienne un peu là-dessus. Mais on va revenir d'abord au début, je crois que des années 2000. Où tu participes à un concours? Alors c'est ça, c'était en 2000, exactement, je crois. Ça a été ma première expérience, ma première vraie expérience de publication professionnelle. C'est-à-dire que j'ai participé à un concours de BD, pas de manga, c'était ouvert BD, style BD, manga, comics, mais c'était les éditions Tonkam, donc qui a été l'une des toutes premières maisons d'édition en France à publier du manga, qui avait organisé un concours qui s'appelait Tsuki Sélection Les Anges. Les Anges parce que il fallait faire une BD de 16 ou 32 pages en noir et blanc. C'était ça les thèmes imposés sur les anges. En dehors de ça, on pouvait faire le style qu'on voulait, voilà. Et donc, j'ai participé à ce concours. J'ai été l'un des 11 gagnants, on va dire, qui ensuite ont été publiés dans un recueil aux éditions de Tonkam. Donc, ça a été ma première véritable expérience professionnelle et on avait été plus de 700 et quelques participants. Ah ouais? Donc, 11 sur 700, ça va. C'était sympa. J'étais content. Et en plus, je crois que ma BD est la toute première publiée dans le bouquin. Alors, je sais pas si ça a une importance ou pas, mais en tout cas, c'était gratifiant d'avoir sa BD publiée comme ça. Et du coup, ça a été ma toute première expérience de publication. Tu me l'as dit tout à l'heure, mais il y avait aussi Jérôme Alquier qui était oui, Jérôme Alquier qu'on connaît plus dernièrement pour faire les BD de Saint Seiya, enfin les Chevaliers de Zodiac ou même Albator ces dernières années. Donc en ce moment qui adapte en BD française, fait même des suites, des histoires originales de tous les grands classiques de notre jeunesse. Et lui aussi donc avait commencé sa carrière dans ce recueil en publiant une courte BD avec un style très Tsukasa Ojo, très influencé City Hunter à l'époque, mais sa série de cœur, tout comme la mienne, c'est Saint Seiya, quoi. Et c'est pour ça que c'est drôle. Aujourd'hui, c'est lui qui dessine Saint Seiya. Exactement. Et il m'a volé la place. Il t'a volé la place. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'en fait, il a réussi à faire ce que tout fan de Saint Seiya aurait rêvé de faire, c'est-à-dire dessiner une vraie BD officielle, sous licence officielle de Saint Seiya, quoi. C'est chapeau bas à lui qui a réussi à réaliser ce rêve d'enfant, quoi. Et qu'est-ce qui t'avait
poussé à ce moment-là à soumettre cette BD? Bah, je faisais de la BD depuis très longtemps, mais je n'avais de retour que de la part de mon entourage. Ouais. Donc c'était mes amis, c'était ma famille qui me disait c'est chouette ce que tu fais, tu dessines bien. Mais bon, difficile on va dire de se fier à l'objectivité de mon entourage pour savoir ça. Et puis je trouvais amusant en fait l'idée du concours, puis 16 ou 32 pages, ça va, c'était pas dur à faire. Je venais de faire 180 pages de Saint Seiya, donc à la limite pour moi c'était un mois ou deux de travail, pas plus. Donc j'ai fait ce concours-là. J'en attendais pas grand-chose, mais j'ai trouvé ça amusant. Puis de me dire que ça allait être jugé par des professionnels de l'édition, c'était vraiment chouette. Mais je m'attendais même pas à faire. D'ailleurs, je pense que je savais même pas si le prix c'était d'être publié. Ah ouais. Je me souviens plus à l'époque ce qui avait été annoncé comme prix, mais je crois que j'ai su que j'allais être publié que lorsque j'ai été sélectionné finalement. Ah, c'est fou ça. Donc c'était super comme expérience. Et puis ça a été ma toute première dédicace aussi, parce que du coup les éditions Tonkam nous ont tous invités, enfin la plupart des auteurs du recueil, à dédicacer à Paris. Et c'est là que j'ai fait la connaissance du coup de Jérôme Melquier. Ok, Voilà. tout est lié. Voilà. Et ça a été un déclencheur, ça. Alors ça a été le premier déclencheur. Ok. C'est pas là que je me suis dit ouais c'est super, j'ai le talent qu'il faut pour être publié. Non, Okay. Ça a commencé à germer dans ma tête. Je me suis dit waouh, des professionnels qui reconnaissent mon travail, c'est chouette tout ça. Parce que t'es peut-être aussi d'un naturel assez disons réfléchi, que alors c'était surtout qu'à cette époque-là, je me destinais pas encore à faire de la bande dessinée mon métier. Pour moi, c'était juste une expérience amusante que d'avoir été publié et non pas comme un signe que ça allait être ma vocation. Mais par contre, un an plus tard, les éditions de Tonkam m'ont recontacté parce qu'ils avaient besoin d'un illustrateur typé manga pour réaliser une publicité à la demande de la BNP. Okay. Et du coup, ils avaient pensé à moi. Et là, je me suis dit, waouh, ils viennent carrément me chercher. Cette fois-ci, c'est même pas l'objet d'un concours. Ils viennent me chercher parce qu'ils se souvenaient de ce que j'avais fait il y a un an pour eux. Ils m'ont sollicité pour savoir si ça m'intéressait. Ça m'intéressait. Du coup, j'ai fait un petit personnage à la Dragon Ball pour un produit bancaire pour les plus jeunes. Et encore une fois, j'ai été pris parce qu'on était plusieurs quand même à faire un essai pour la pub. Et j'ai été pris. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions parce que je me suis dit, ok, j'ai été publié. Maintenant, on vient me chercher pour réaliser des trucs pro, quoi. Qui serait digne d'une agence de pub et tout ça. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'en fin de compte, j'ai ce qu'il faut pour en faire mon métier. Parce que avant cette première publication, tu montrais pas du tout ton travail. Tu l'exposais pas sur des blogs. Non, non, ça n'existait pas vraiment. En plus, à cette époque-là, il y avait pas tous les réseaux sociaux qu'il y a maintenant. Donc, je le montrais à mes amis, mes camarades de classe et ça allait pas plus loin que ça, en fin de compte. Très peu de personnes savaient ce que je faisais. Et puis, c'était pas non plus mon but, de le faire connaître dans le sens où je le faisais plus pour le kiff, par fan attitude vis-à-vis des fanfictions. De faire ça, c'était pas dans le but de le publier, de le montrer, de le vendre ou quoi que ce soit. Et tu faisais ça tout seul ou t'avais quand même un groupe d'amis un peu dessinés? Non, j'étais vraiment seul dans mon entourage. J'avais aucun proche qui était dans le dessin. Alors d'autres fans, oui, j'en connaissais de Saint Seiya, mais pour le coup, aucun illustrateur, j'avais absolument aucune connaissance dans le milieu. Ok, je vois. Donc après cette expérience avec Tonkam, cette deuxième expérience avec Tonkam même, là tu te dis peut-être on va tenter des dossiers. Ben voilà, c'est vrai que là du coup j'ai commencé à créer des nouveaux projets de bande dessinée. Cela par contre dans le but de peut-être un jour les proposer à des éditeurs. Donc je faisais les choses un peu plus sérieusement on va dire, et c'était plutôt des BD d'horreur, enfin des mangas d'horreur à l'époque. C'était ça mon kiff. J'aimais bien moi la tripaille, les combats, le fan de Ken le survivant, Kutono Ken, je sais pas, enfin j'aimais déjà tout ce qui était baston, Dragon Ball, Saint Seiya, tout ça, le côté shonen. Donc tout ça forcément déjà c'était un peu mon kiff. Puis j'avais envie de faire des histoires un peu trash, tu vois. Je sais pas à quoi ça tenait, mais enfin moi j'avais envie de faire ça. Mais bon, sans non plus commencer à démarcher pour autant. Je faisais juste mes projets dans mon coin et tout ça. Et en fait, le vrai dernier déclic qui m'a poussé à me lancer dans l'aventure, c'est lorsque on nous a appris dans la boîte où je travaillais qu'il allait y avoir un plan de licenciement. Et que l'atelier où je travaillais allait être touché par cette vague de licenciement. Et du coup, pof, il y a une lumière qui s'est allumée dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est peut-être ça en fait le petit coup de pied aux fesses dont j'ai besoin pour me lancer vraiment dans le truc. Et du coup, j'ai levé la main, j'ai dit, je veux en être. Je vais être licencié. Voilà, j'ai été volontaire. Autant que ça sauve la mise à quelqu'un qui veut rester. Et moi, ça me donnait l'opportunité, du coup, alors, d'avoir le temps de développer mes projets, mais également du coup comme étant licencié, j'allais percevoir des indemnités de licenciement et de chômage, mais ça me permettait d'avoir le temps justement de développer mes projets sans avoir de perte de revenus conséquente, quoi. Et du coup, ça m'a laissé le temps justement de développer mes projets. En fait, ça t'a acheté du temps. Ça m'a acheté du temps et ça m'a permis donc de développer les premiers projets BD qui ont tous été refusés au départ, faut dire ce qui est. Personne n'a voulu mes projets d'horreur. Et justement, au fil de
discussion, ce midi, tu m'expliquais que, bon, parfois, t'avais des retours, parfois, la plupart du temps, t'en avais pas, ou des retours négatifs. Voilà. Quand t'avais un retour négatif qui était construit, qu'est-ce qu'on te reprochait dans tes Alors, histoires? j'en ai reçu très peu qui étaient construits, hein. C'est-à-dire que la plupart des refus que j'ai reçus, c'était des lettres type, ce que vous faites ne correspondait pas à la ligne éditoriale de ce que nous publions. Donc, c'était, voilà. On va dire que 9 réponses sur 10, c'était ça. En fait, les seuls, refus construits, argumentés que j'ai eu, je les ai reçus non pas par courrier, mais en allant directement voir les éditeurs dans des festivals comme Angoulême, où là, certains éditeurs, pas beaucoup non plus, ont pris le temps de, pas seulement de refuser mes projets, mais de me dire ce qui n'allait pas dedans, de dire ce qu'ils recherchaient à la place. Voilà. Exactement, qu'est-ce qui allait Et pas alors, dans ce qui n'allait pas, c'était pas le graphisme, ils aimaient bien mon dessin, ils le trouvaient assez bien construit et tout ça. En fait, c'était le genre que j'avais choisi, le genre horreur, qui pour eux était trop réservé à une niche de lecteurs, pas assez grand public. Et comme j'étais un auteur, mais j'étais même pas un auteur d'ailleurs, j'étais pas du tout connu, j'avais jamais été publié. Pour eux, c'était trop risqué d'investir sur un auteur qui n'avait aucune renommée pour sortir une BD qui ne se vendrait qu'à quelques initiés à cause du genre horreur que j'avais choisi. Et du coup, ils m'ont fait comprendre que ils étaient intéressés par mon dessin, mais que si je voulais leur proposer des choses, il fallait leur proposer des choses un peu plus commerciales. Et toi, t'avais conscience de t'être mis dans ce carcan un peu horreur niche? Non, pas du tout. Okay. J'y allais vraiment en toute naïveté. Je connaissais absolument pas le marché de la BD, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Je suis vraiment y allé YOLO. Ah ouais, complètement, hein, sans savoir à quel point c'était compliqué de se faire publier, sans rien connaître du jargon, des techniques de mise en page. J'y connaissais vraiment rien, puisque les simples retours que j'avais eu jusqu'à présent, c'était ceux de mon entourage qui n'y connaissaient pas plus que moi. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que j'ai vraiment appris sur le tas tout ce qui touchait au métier de l'édition et même de la fabrication d'une bande dessinée. Je pensais savoir faire une bande dessinée, alors que pas du tout. Ah ouais? En fin de compte, lorsque j'ai fini par proposer les légendaires aux maisons d'édition et en particulier à Delcourt, mais je me suis rendu compte que j'y connaissais que dalle parce que mon éditeur, je lui ai envoyé mes planches, je lui ai montré mes planches, mais les scans et tout ça, puis il me disait, oui, mais en case 1, il faut mettre une ellipse, ceci, cela. Et je comprenais pas un tiers des mots qui me citait parce que c'était du jargon de bande dessinée. Pareil au niveau de la colorimétrie, de mes planches. Je me disais, oui, il faut que le noir soit soutenu. Ton niveau de gris, il est pas bien. Je comprenais absolument rien de quoi on me parlait. Et tout ça, je me suis dit, mais en fait, j'y connais que dalle. Et ils ont dû me briefer, m'expliquer tout, comment on faisait une BD. Okay. J'avais le talent pour faire de la BD, mais pas les connaissances techniques pour le faire. Et sur le premier tome, mais tous les jours, j'étais au téléphone avec mon éditeur, il m'expliquait ce qui n'allait pas et comment le refaire. Ah ouais, donc le tome 1, c'est le tome des retouches. Ouais, complètement. Tout le jargon technique qu'il a fallu que j'assimile, les techniques alors non pas de dessin, mais de mise en page plutôt. Voilà, le découpage, le côté... Les marges, etc. sur les côtés pour les marges. Encore les marges, non, ça allait parce que jamais je n'ai débordé des marges. Okay. Je ne faisais pas ce qu'on appelait des bords perdus. Ouais. Encore un jargon que je ne maîtrisais absolument pas, des bords perdus comme ça. Je comprenais pas. Enfin voilà. Et tout ça, il a fallu, en fait, le tome 1 m'a servi de mise à l'épreuve, entre guillemets, d'apprendre sur le tas, en fin de compte, complètement. Ouais. Ok, trop bien. Et ça, c'est le début d'une aventure qui est assez folle. Ben oui, parce que c'est vrai que, alors déjà, j'ai presque été étonné que les éditions de Delcourt me contactent pour me dire que le projet des légendaires les intéressait, parce que comme je disais au départ, je visais plutôt les BD d'horreur. Exactement. Et c'est parce que le Delcourt, même au festival d'Angoulême de l'époque, m'avait dit qu'il cherchait des choses plus commerciales, que je me suis dit, tiens, dans ce cas, je vais tenter le secteur jeunesse. Du coup, j'ai réfléchi en termes d'humour, de gags, de choses comme ça, sauf que c'était absolument pas mon domaine, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal au départ à rentrer dans ce genre d'histoire drôle avec des personnages cartoonesques et tout ça. Alors, il y avait quand même de l'aventure, de l'action, mais il a fallu que je me fasse à des thèmes que je n'avais jamais essayé avant, pour moi, je ne maîtrisais pas. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait les légendaires comme projet, sincèrement, je trouvais ça minable. Mais je l'ai quand même envoyé à différentes maisons d'édition. Et là, chose incroyable, le lendemain de mes envois, pof, Delcourt m'appelle, quoi. Ça a mis 24 heures, quoi. Ça, c'est fou, ça, parce que tu expliques souvent, c'est que ce projet-là, il est pas réfléchi, c'est de la spontanéité. Ah, mais c'est la chose la plus c'est la chose la plus improvisée que j'ai fait au monde. J'ai presque fait les légendaires parce que j'avais pas d'autre idée, quoi. Ouais. Donc dans ma tête, c'était genre en attendant mieux. Au moment où tu as eu le pitch et tu t'es dit tiens, je vais faire la première planche, c'était quoi l'idée dans ta tête? Alors, il y a eu un processus de cause à effet qui ont fait que je suis arrivé à faire l'histoire des légendaires. Okay. C'est qu'au départ, je me suis dit OK, BD jeunesse égale humour. Ok. Pour moi,
la BD, elle serait marrante que si les personnages étaient des enfants et non pas des adultes. Parce que les enfants sont plus maladroits, plus expressifs, font plus de gaffes. Donc je me suis dit, bon, il faut que ce soit des enfants, les héros de ma BD, que j'appelais pas encore les légendaires à ce moment-là. Puis après, je me suis dit, ouais, mais comment expliquer que ce soit des gamins, les héros, et pas des adultes? Ah, mais pourquoi pas un monde sans adultes? Et c'est comme ça, en me posant des questions sur comment faire une BD humoristique, que j'en suis venu à créer cette histoire de monde rajeuni magiquement, et dont tous les adultes sont redevenus du coup des enfants et doivent trouver un moyen d'inverser le processus. Ça a été ça mon pitch de départ, et à partir de là, pof, je me suis lancé dans le dessin des premières planches. Et c'est au-delà du graphisme, on sait qui vient principalement d'une source qui est Senseiya, même de l'animation de Senseiya. Surtout. En termes de c'est la fantasy, hein, les légendaires. C'est quoi tes inspirations un peu en fantasy Si j'ai choisi le domaine de la fantasy pour faire les légendaires, c'est parce que c'était un univers qui me permettait de créer tout ce que je voulais sans limite d'imagination et sans avoir de règles à respecter. Si j'avais voulu transposer l'univers des légendaires, enfin l'histoire des légendaires dans notre monde contemporain, il aurait fallu que je sache dessiner des voitures, des immeubles, des vélos, des choses comme ça. Et ça, je déteste parce que je suis bon que dans la création pure et pas dans la reproduction. Tu me demandes de dessiner une armée de dragons qui attaque un château, il y a pas de problème. Par contre, tu me demandes de dessiner quelqu'un à vélo qui court derrière et avec un chien qui le court après, je sais pas faire. C'est trop crédible, trop réaliste. J'ai trop de choses à respecter et je suis paralysé devant toutes les contraintes que ça implique, quoi. Donc l'univers de la fantasy, même si c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, la fantasy, même si c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup lu, alors j'ai lu, j'ai beaucoup joué à de Final Fantasy. Et j'ai lu quelques mangas comme Dragon Quest, Fly à l'époque. Ce sont sans doute les seules choses un peu univers fantasy que je maîtrisais un petit peu, quoi, en termes de connaissances. Pour le reste, c'est surtout pour des soucis de facilité, en fait. Ah, ok, je vois. Donc, finalement, c'est légendaire, c'est des soucis de contrainte. Légendaire, c'est tout m'a été imposé par les circonstances, hein. C'est-à-dire le choix du genre, parce que personne voulait de mes des BD plus sombres, plus adultes. Le domaine de la fantasy, parce que je suis pas à l'aise sur le fait de dessiner des choses plus réalistes, plus contemporaines. Donc tout n'a été que conséquence finalement, plus que des choix premiers. Ces conséquences, il y a 10 pages qui se créent en 2 semaines. C'est ça, parce qu'en fin de compte, comme c'est pas un projet dans lequel je croyais beaucoup, mais qu'il fallait bien proposer quelque chose aux éditeurs, on peut pas dire que j'ai beaucoup travaillé en amont. C'est pas un univers que j'ai développé pendant des mois. En 2 semaines, entre la première idée de départ et les premières planches, ça s'est enchaîné très vite. Donc en fait, en un mois, t'avais ton dossier d'édition. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, quand j'ai envoyé 10 pages dans mes dossiers à différentes maisons d'édition, sans même savoir ce qui allait se passer à la 11e, quoi. C'était, je n'ai pas pensé ni même déjà pas en tant que série, mais j'ai même pas pensé en termes de tomes, d'albums, dans le sens où je savais absolument pas ce qui allait se passer après les pages que j'ai envoyées. Pour moi, c'est quelque chose qui n'allait pas trouver du charme auprès des éditeurs, et du coup dans ma tête j'étais en train déjà de réfléchir, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je vais proposer d'autre. Puis en fin de compte la maison d'édition Delcourt, il y a que Delcourt qui t'a répondu. Alors il y a 2 maisons d'édition, et bizarrement ou alors c'est un signe du destin, l'autre c'était Tonkam, les mêmes qui m'avaient publié à l'époque dans ma toute première BD dans le collectif là. Et ce qui est assez marrant, c'est que depuis Tonkam a été intégré à la maison d'édition Delcourt, et du coup je revois c'est incroyable, hein. Tous ceux qui m'ont publié finalement se sont réunis en une seule maison d'édition. Sinon oui, tous les autres, même celles que je visais, parce que pour tout dire, je ne visais pas spécialement la maison d'édition Delcourt, parce qu'à l'époque j'avais l'impression qu'elle faisait plus des BD un peu plus sérieuses, plus historiques ou plus polars, ce genre de choses, et c'était plus la maison d'édition Soleil qui à l'époque faisait beaucoup de fantasy. C'est plus celle que je visais, et si j'ai pu envoyer finalement mon projet également à Delcourt, c'est parce que le libraire de ma ville à l'époque m'avait dit envoie-le à Delcourt, c'est une bonne boîte, ils sont sérieux et tout ça. Et en fin de compte, j'ai envoyé un peu à tout le monde, mais du coup, Delcourt, c'est vrai que c'était pas l'une des maisons d'édition à laquelle je pensais proposer les légendaires, et finalement, ça les a intéressés. Incroyable. Ouais. De là, en 2004, sort le premier tome. Tout à fait. C'est ça. Le 25 août 2004, exactement. Là, on est sur les 20 ans. Et c'est ça, cette année, c'est les 20 ans de la série, 10 millions de tomes vendus plus tard. Donc on est sur des chiffres qui font un peu tourner la tête en termes de durée de vie d'existence ou en termes de vente, des choses qui étaient complètement insoupçonnables à l'époque pour les légendaires, parce que moi déjà j'y croyais pas en ma série. Ma maison d'édition y a cru un petit peu plus que moi, mais même elle, je pense à l'époque, ne soupçonnait pas que ça prendrait comme ça. Les premiers tomes, ils marchaient assez pour qu'on dise OK. Oui, ça a loin d'être un succès immédiat, hein. C'est quelque chose qui s'est fait dans le temps, hein. Ça a bien mis 5-6 ans, hein, pour bien s'installer. Et comprendre que jusqu'au tome 5
c'était juste. À partir du tome 5, ça a bien augmenté, et à partir du tome 10, là, c'est ça. Il y a eu des différents paliers. Alors, qui s'expliquent aussi, hein. Ouais. Puisqu'il faut savoir qu'entre le tome 1 et le tome 5, je maîtrisais pas encore bien mon univers. J'y allais un peu à tâtons. Je savais pas ce qui allait se passer dans le prochain tome. Et puis, je savais pas si ça marchait ou pas. Donc, je savais jamais, lorsque je finissais un tome, si j'allais faire le suivant. Exactement. Donc, je ne prévoyais rien sur la longue durée. C'est difficile ça d'avancer sans savoir qu'on difficile non, puisque du coup on n'a pas obligé de se projeter beaucoup, donc on y va à l'impro comme j'avais fait au départ finalement. Et toi, ça finalement ça m'allait, mais bon j'aurais quand même voulu avoir confirmation que dans 2 ans j'allais encore faire ce métier quoi. Bien donc ça avait des avantages et des inconvénients. Et finalement, donc chaque tome, je demandais à mon éditeur, est-ce que je continue? Bah oui, tu continues. Mais bon, j'avais pas de retour sur les chiffres. Alors les chiffres qu'on me disait, pour moi, ils me voulaient rien dire. Je connaissais pas ce métier-là, donc je savais pas si 5000 ou 6000 tomes vendus, c'était bien, pas bien. Moi, je trouvais que c'était nul. Dans ma tête, je disais, c'est tout, ça se vend qu'à ça. Et puis finalement, c'était pas mal pour l'époque. Donc en tout cas, c'était suffisant pour que la série continue. Et puis, arrivé au 5e tome, là, je me sentais un peu plus à l'aise, déjà parce que ça faisait 4 tomes que la série était renouvelée. Mais surtout, je commençais enfin à maîtriser mon univers, à bien maîtriser le dessin, le découpage. Les codes de la BD. Et du coup, je me sentais suffisamment à l'aise pour pousser un peu plus loin mes limites graphiques et narratives. Et du coup, je me suis un peu plus impliqué à faire des effets d'ambiance, des histoires un peu plus complexes et tout ça. Et pour le coup, ça a dû se ressentir parce que là, ça a vraiment pris son envol, la série. On est passé d'un succès honnête à un vrai succès de publication. Donc ça a été le premier palier. Et le deuxième palier, ça a été lors du cycle d'Anatos, qui est un arc narratif dans ma série, vers le milieu de la série, dans lequel je reviens un peu à mes vieux démons, dans le sens où j'ai remis un peu d'horreur, un peu de sang, de drame dedans, toutes les choses que je m'interdisais un peu de faire depuis quelques tomes, parce que je faisais de la BD jeunesse, et moi je m'étais dit, une BD jeunesse, j'ai pas le droit de montrer ceci, j'ai pas le droit de faire cela, donc je m'étais imposé en fait beaucoup de barrières dans ce que je pouvais faire, alors qu'en fait il y en avait pas, c'est moi qui me les étais imposées, enfin il y en a quand même, ça reste de la BD jeunesse. Du coup je m'étais enchaîné à des contraintes que l'éditeur ne m'avait même pas imposées lui-même, hein. C'était moi qui me les étais imposées, ces contraintes, et à un moment donné, alors j'ai voulu faire une pause en fait dans les légendaires, parce qu'au bout de 8 tomes, j'avais l'impression justement de tourner un peu en rond scénaristiquement. Sachant que t'étais à 2 tomes par an. Et j'étais à 2 tomes par an, voilà, jusqu'à ce moment-là, même encore un petit peu après. Mais voilà, j'avais l'impression de tourner un peu en rond, de raconter un peu toujours les mêmes choses, à cause des fameuses barrières que je m'étais imposées, et du coup j'avais demandé à l'éditeur, est-ce que je peux faire une autre BD, un one shot. J'avais en idée de faire l'adaptation de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, voilà, mais une version très sombre, très remaniée de la dark fantasy, on peut dire ça, de ce conte. Et du coup, ça a été très libérateur parce que j'ai pu mettre dans cette BD là tout ce que tu pouvais pas tout ce que je me refusais refusais de faire dans les légendaires, et ça a tellement été libérateur, j'ai tellement pris de plaisir à m'enlever tous les verrous, toutes les chaînes que je m'étais imposé. Du coup, je m'étais essayé à des choses un peu inédites en faisant La Belle et la Bête, à savoir mettre du sang, mettre de l'horreur, mettre du drame, et toutes ces choses-là justement, je les ai tellement kiffées que lorsque je suis revenu au légendaire, j'ai décidé d'appliquer au légendaire tout ce que j'avais testé finalement à travers La Belle et la Bête. La BD du coup a pris une tournure beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique, plus épique, et les gens ont aimé. Alors pas tous, faut reconnaître qu'une partie du public a été choquée surtout par ce revirement la mort soudain. La mort, la violence, ils ont vraiment pris ça très mal parce que du coup j'ai tué plusieurs personnages, il y avait du sang, je mutilais les, faut pas spoiler, hein, mais je mutilais des personnages et tout ça, et une partie des fans qui ont été d'ailleurs les premiers à réagir ont vraiment très mal pris la chose. Ils ont vraiment pris ça de ma part comme un acte de trahison. Et toi, tu l'as vécu comment cette... Alors, au départ, très mal, parce que justement, je n'avais que les retours négatifs des fans sur cette nouvelle direction que j'avais apportée à la série, et du coup, je m'en prenais plein la gueule. En fin de compte, je me faisais insulter de tous les noms, que j'étais un opportuniste, que j'avais trahi leur confiance et tout ça. Enfin, c'est vrai. J'ai reçu des messages incroyablement incendiaires, des insultes et tout, parce que pour eux, Légendaire, c'était plus qu'une BD. C'était vraiment leurs compagnons, leurs amis d'enfance, presque leur ami imaginaire. C'était un peu ça l'équivalent. Et du coup, je tuais leurs amis, je tuais les gens auxquels ils s'étaient attachés. Et ils ont très mal pris la chose. Pour eux, j'étais devenu un salopard, quoi. Du coup, les premiers retours ont été les plus instinctifs. C'était les négatifs. Ça a été un gros coup de stress parce que je m'étais dit, est-ce que je n'ai pas coulé la série finalement? Est-ce que les gens vont pas carrément se braquer et la fuir désormais parce que je suis parti vers quelque chose auquel je n'aurais pas dû toucher? Et finalement, non. Les bons retours
ont commencé à venir par la suite, disant que waouh, c'était incroyable et tout ça, que c'est génial, qu'enfin la série prenait une dimension plus adolescente. Et du coup, pour mes premiers lecteurs qui avaient grandi, ils disaient c'est bien. Maintenant, ça, un peu comme la saga des Harry Potter, vous voyez, qui accompagne les enfants dans leur croissance. On leur proposait quelque chose de plus mature à chaque fois, même si j'avais pas fait ça pour ça au départ. Moi, je l'ai fait surtout pour moi. Bien sûr. Et puis consécration, ben finalement le tome où tout a pris cette dimension-là s'est propulsé en tête des ventes BD et livres et est devenu le premier best-seller des légendaires. Quoi. C'est vrai? Ouais, complètement. Le tome 10? Le tome 10 a été le premier des tomes des légendaires à se propulser directement dès la semaine de la sortie en top vente BD et livres, un truc de folie. Et depuis, je dirais pas tous les tomes, mais presque tous les tomes, ensuite ont pris ce classement dans le top. C'est-à-dire que tu avais rejoint des illustres. Ben oui, il y a même plus, il y avait même une année, on m'avait dit que j'avais surpassé les ventes de Tintin et d'Astérix. Je sais plus en quelle année, c'était peu de temps après le cycle d'Anatos, c'était un truc de folie. Ah oui, il y a un moment donné, il y a eu l'âge d'or des légendaires où chaque tome était un best-seller, quoi. C'était vraiment incroyable. Ouais, c'était un truc fabuleux. Et là, du coup, je me suis dit, oui, j'ai pris la bonne décision. Oui, complètement. Et faut dire aussi que tu avais pour que les gens, ils accrochent, pour que la BD, elle fonctionne, derrière, je crois que c'est dans une interview ton éditeur qui dit ça, mais il faut aussi dire que Patrick, il sortait 2 tomes par an. Alors oui, ça a été, je pense, l'une des raisons du succès de la série au départ, c'était que j'étais très productif. Et il faut le savoir, un auteur de BD, quand il débute, il est surtout payé à la planche. Il ne gagne pas grand-chose sur les ventes, voire rien, parce que la BD ne se vend pas suffisamment pour avoir des droits d'auteur là-dessus. Donc du coup, comme j'étais payé à la planche et que c'était ma seule source de revenus, du coup, je dépotais, je faisais de quoi sortir 2 albums par an. Et pendant 6 ans, c'est ce que j'ai fait. Pendant 6 ans, j'ai sorti 2 albums par an. Donc j'ai sorti les 12 premiers tomes, donc jusqu'à la fin du cycle d'Anatos, en 6 ans. Et du coup, forcément, cette régularité et cette rapidité dans l'apparition dans la BD franco-belge, qui est assez rare, parce qu'en général, la moyenne, c'est plutôt 1 an et demi, ça a participé au succès de la série dans le sens où les fans de manga, on va dire, s'y retrouver un peu en disant c'est bien, c'est une série qui paraît régulièrement tous les temps, paf, on a un tome, et ça a servi en plus du graphisme manga qui était très tendance et qui l'est toujours d'ailleurs, ça a servi à populariser la série. Et toi ça allait pour tenir ce rythme? C'était dur? Alors c'était dur, non, parce que je kiffais ça, mais c'est vrai que pendant 6 ans j'ai pas pris une semaine de vacances. À l'époque j'étais jeune, j'avais 30 balais, ça m'allait. Maintenant, ce serait un peu plus dur si je devais tenir ce rythme. D'ailleurs, à partir du tome 13, je n'ai plus tenu ce rythme et j'ai décidé de plus faire qu'un album par an. Après, il faut aussi mettre en contexte, c'est que, ok, tu faisais plus qu'un album par an, mais en parallèle, tu as commencé à agrandir l'univers. Exactement, c'est à peu près vers cette période-là, voire un petit peu avant, mais à peu près cette période-là que j'ai commencé à développer des spin-offs, donc des séries dérivées des légendaires. Dans le premier a été Les Légendaires Origines, qui est une série préquelle à la série principale et qui raconte du coup ce que je n'avais jamais raconté dans la série principale, c'est-à-dire les origines des personnages. C'est ça, parce que le tome 1 des légendaires commence avec un groupe qui est déjà formé, il y a un passé, il y a un vécu. Voilà, et qui est même déjà séparé avant de se reformer, et on sait pas grand-chose, même si chaque nouveau diptyque était centré sur un des personnages et on abordait quelques éléments de son passé. C'est vraiment la série Origine qui, elle, a raconté vraiment les origines de chaque personnage et comment le groupe s'est formé et va se former même au fur et à mesure, puisque la série Origine va reprendre à partir de 2025. C'était un challenge pour toi de raconter une histoire sans expliquer le passé des personnages? Non. Moi, ça me posait pas de problème qu'on connaisse pas le passé des personnages, parce que moi, ce qui comptait, c'était leur acte présent et à venir. Mais c'est vrai que j'avais de plus en plus de demandes de la part des lecteurs qui me disaient quand est-ce qu'on va voir les légendaires adultes et tout ça, parce que c'est vrai que le but de la série finalement c'était quand même qu'ils trouvent un moyen d'inverser la malédiction et de tous redevenir adultes. Seulement moi je pouvais pas leur dire bientôt, parce que pour moi si je les faisais redevenir adultes les personnages, c'était la fin. Pour moi il y avait plus de suite. Et ensuite j'ai commencé à me dire mais du coup comment leur proposer ça sans arrêter la série principale, et c'est là quand j'ai eu l'idée de finalement de faire la série des légendaires Origines, qui du coup allait montrer les légendaires adultes, mais tout en étant une histoire indépendante qui n'aurait pas d'impact sur la série principale. Chaque tome un légendaire, on explique c'était ça le principe. Donc presque chaque tome était interchangeable d'ailleurs, puisque chaque tome de la série Origine étant centré sur un personnage, il n'avait que peu de liens avec les autres tomes, on pouvait les lire dans l'ordre qu'on voulait. Ça. Et d'ailleurs, toi, tu voulais dessiner cette série à la base? Au départ, je voulais dessiner. Au départ, mon idée, puisque c'était encore l'époque pendant laquelle je faisais 2 albums par an, c'était d'alterner. En fait, je voulais faire un album de la série principale et un album de Origine, et ainsi de suite. Donc, en faire
2 par an toujours, mais un de chaque série. Et c'était un peu avant le cycle d'Anatos, tout ça. Donc du coup, c'était encore une période où les légendaires marchaient de mieux en mieux, mais n'avait pas encore atteint son plein potentiel. Et du coup, mon éditeur m'avait dit non, c'est pas une bonne idée. La série, elle est en train de se développer. Faut pas ralentir le rythme de la série principale. C'est pas voilà, ils m'ont pas encouragé à suivre à poursuivre dans cette voie. Et c'est seulement lorsque je leur ai dit et si je trouve quelqu'un pour la dessiner, est-ce que vous prenez la série? Et là, ils m'ont dit oui. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai noté quelque chose. Je ne sais pas si je suis exact là, donc tu vas pouvoir me dire. Mais au début, pour les légendaires origines, t'as d'abord demandé à tes collègues amis. Oui. Oui. Et en fait, il y a personne qui a dit oui. Ben non, pour différentes raisons. Je crois que je l'avais proposé je dis pas de bêtises, il me semble que je l'avais proposé à Jérôme Alquier. Ok. Dont je ne me souviens. Ah si, je me souviens plus exactement le refus. Je l'avais proposé à Tony Valente également, qui fait Radiant. Ouais, et voilà, du coup. Et c'était la période justement où il allait commencer à développer Radiant et il voulait se consacrer, ce que je comprenais tout à fait finalement, parce que moi-même c'était la même chose. Chacun voulait se consacrer dans leurs propres projets et n'avait pas l'énergie ou le désir, tout simplement, de faire un spin-off d'un univers qui n'était pas le leur. Donc du coup, très vite, j'ai fait le tour de mes connaissances qui étaient très limitées à l'époque, et du coup, je me suis tourné plutôt vers des illustratrices amateurs que je rencontrais soit via la Japan Expo, soit à travers leur blog, qui était justement un peu la nouvelle manne pour trouver des illustrateurs. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé sur le travail de Nadou, et que très vite, on a pu échanger et que j'ai recruté du coup pour faire la série des légendaires origines. Et pareil, beau succès les légendaires origines. Oui, plus que ce qu'on aurait attendu les éditions Delcourt, puisque de l'aveu des éditions Delcourt, en général, un spin-off d'une série principale n'atteint que potentiellement au mieux 30% des ventes de la série principale. Ouais. Et là, on était plus dans les 70-75%. En fait, cette série, elle fait tellement sens. Ça, et puis je pense aussi que c'est en fin de compte, il y avait une demande. Les fans voulaient du légendaire sous quelque forme que ce soit, quoi. Maintenant, les choses sont un peu différentes parce que maintenant, il y a beaucoup plus de spin-off et il est beaucoup plus dur de donner à chacune des séries sa pleine exposition qu'elle mériterait. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'autres BD que les légendaires dans l'univers des légendaires. Donc, du coup, la série Origine est venue comme une bouffée d'air frais, quelque chose de, voilà, genre, allez, on en remet une couche et c'est bon. Et ils étaient très demandeurs, les lecteurs, à l'époque, ouais. Mais ça, et t'as mentionné un point qui est assez particulier, c'est que t'as dit à l'époque, il y avait qu'une série. Et oui, les choses ont changé depuis. Aujourd'hui, il y en a combien, Patrick? Toutes, si on les compte toutes, il y a 7 séries, il me semble, hein. Bah ouais, 7 séries différentes, légendaires Origine, il y a eu Parodia ensuite. Ouais. Alors chacune des séries a été faite pour des raisons différentes. Ouais, bien sûr. À chaque fois, il y a eu une justification. C'était pas genre qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour rapporter du fric. Hein. C'était pas c'était pas ça la réflexion. Pour chacune des séries qui s'est faite, il y avait un questionnement derrière et une raison de la faire. Pour Origine, donc c'était pour répondre à la demande des fans qui voulaient des histoires des légendaires adultes. Ouais. Parodia, c'était pour un peu lâcher la pression, c'est-à-dire que Parodia, on voulait en fin de compte faire quelque chose de complètement léger, orienté sur l'humour, au moment où la série principale, elle devenait de plus en plus dramatique et bien tout sûr. Ça. Donc c'était un peu pour contenter tous ceux qui trouvaient que la série était devenue trop sérieuse. Puis est venu les Chroniques de Darkel, qui là était une sorte de remplacement à la série des légendaires origines. Ouais. Puisqu'à un moment donné, la série des légendaires origines s'est arrêtée avant que j'ai pu développer le passé de certains personnages. Pourquoi, comme elle s'est arrêtée Alors bon, c'était des différends qui nous ont opposés, moi et l'illustratrice à l'époque, qui ont fait que voilà, ça a été mieux que chacun vole de son côté et ne continue pas. Et là, la série, elle va être continuée en 2025. Alors, du coup, elle reprend dessinée par Jenny, qui assume actuellement les légendaires Résistance, mais cette illustratrice a du feu dans les veines, il faut croire, puisqu'elle va mener de front chaque année un tome des légendaires Résistance et un tome des légendaires Origines, en plus de son propre manga qu'elle est en train de développer, et ça tous les ans. Donc c'est un truc de fou. Et alors, il faut savoir qu'elle avait déjà été impliquée dans les légendaires Origines, puisque c'était elle qui avait conclu le tome 5, et qui à l'époque était, du coup, considéré comme le dernier tome de la série Origine. Et lorsque sur le personnage de Razia, voilà. Et pour le coup, du coup, quand j'ai décidé finalement de poursuivre la série Origine, je me demandais à qui je vais pouvoir le confier, sachant que Jenny faisait déjà la série des légendaires Résistance. Je pensais pas qu'elle serait intéressée, mais presque sur le ton de l'humour, je lui ai demandé ça te dirait pas par hasard de dessiner également la série Origine? Et puis elle me dit, si, pas de problème. Paf, voilà, comme ça, du coup, c'était tout trouvé. Parce que là, notre collaboration, elle est vraiment géniale. Elle est incroyablement réactive, très rapide, très douée.
c'est très fluide de travailler avec elle. Et pour le coup, voilà, je savais déjà par expérience avec la série Résistance que ça allait être incroyable. Ouais. Et là, actuellement, elle est justement en train de dessiner le prochain. Elle est actuellement en train de dessiner le prochain tome Origine. Et c'est tout simplement une merveille, quoi. Trop bien. Résistance, c'est le futur des légendaires. Alors Résistance, c'est la suite officielle, on va dire, directe tout du moins, des légendaires, mais avec un saut de génération, à savoir que ça se passe 20 ans plus tard, donc avec une nouvelle génération de héros qui sont les héros des légendaires et qui affrontent des nouvelles menaces. Là, pour le coup, dans cette série-là, j'ai voulu donner un ton un peu plus SF, un peu plus Star Wars, ouais, ça se sent. Puisqu'on pourrait très facilement comparer l'invasion des divinités qui se déroule qui est le sujet principal dans la série Résistance, à l'Empire dans l'univers de Star Wars avec la rébellion qui se met en place pour pouvoir les repousser. Et puis même d'un point de vue technologique, on voit des vaisseaux spatiaux, on voit des engins, il y a beaucoup de méca et tout ça. Voilà, ça rajoute quelque chose à l'univers des légendaires qui avait pas avant. Ça le développe, ça devient de la science-fiction fantasy en fait. Après, à côté de ça, on a aussi les chroniques de Dark Elf. Voilà, mais qui, comme je disais tout à l'heure, donc voilà, devait être en fait la série Origine, puisque la série Origine devait se poursuivre avec les origines de Ténébris puis de Dark Elf. Okay. Et je m'étais dit, plutôt que de faire un one-shot venu d'une part sur le personnage de Dark Elf, je vais lui consacrer sa propre série. Alors forcément, du coup, l'histoire est très différente de celle que j'avais prévue pour Origine, qui n'aurait eu qu'un seul tome. Mais du coup, voilà, ça donnait naissance à sa propre série et qui, là encore une fois, touchait le cœur des fans, puisqu'elle marche aussi bien que Résistance ou que Origine, quoi. C'est ça. Ouais. Et derrière, on va encore avoir d'autres séries parce qu'on a aussi Mission, qui est une adaptation. Alors Mission, là, c'était différent. C'est l'adaptation de la série animée de TF1 de 2017, de toute façon, ça, on en parle qui est plus dans le ton du coup des premiers tomes de la série principale. Oui, c'est des petites aventures légères, humoristiques, sans lien narratif entre les tomes, qui peuvent se lire un peu dans n'importe quel ordre. De toute façon, si ça vous intéresse, il y a un épisode avec Philippe Cordona, on en parle dans le podcast. Tout à fait. Donc voilà. Après, il y a aussi Saga. Alors Saga, alors là, c'est encore une fois différent. Comme je disais tout à l'heure, chaque spin-off a une raison d'exister différente. Là, c'est venu directement du dessinateur Guillaume Lapère, qui nous a contacté, enfin qui nous a parlé à l'éditeur à moi, qui nous a dit « Mais ça vous a jamais dit de faire un manga des légendaires ? Si ça vous intéresse, je le fais. » Puis avec l'éditeur, on en a parlé, mais c'est vrai, on n'y a jamais pensé en fait, parce que c'est vrai que le lecteur, le puriste lecteur de manga, souvent il n'est pas intéressé par la BD franco-belge. Le lecteur de manga ne lit que du manga, il est très très réfractaire. C'est pas qu'une question de graphisme, c'est une question de format, de sens de lecture. Enfin voilà, il a été biberonné au manga et il a du mal à s'en détacher. Et du coup, on s'était dit, tiens, mais c'est peut-être un public justement qui reste à conquérir finalement dans le milieu des lecteurs. Et du coup, on a très vite dit à Guillaume, oui, Banco, t'as une très bonne idée. Vas-y, le projet est à toi. Il y a aussi un background dans le manga qui est exactement. C'était pas un débutant. Il avait déjà fait plusieurs mangas chez différentes maisons d'édition. Il avait fait de la BD chez Delcourt aussi. On se connaissait. D'ailleurs, ma toute première dédicace chez Delcourt, au moment où le premier tome des légendaires n'était même pas encore sorti, où je dédicassais à la Japan Expo pour faire la promo de tome à venir, à côté de qui je dédicassais Guillaume Lapère. Ça a été le premier auteur avec qui j'ai sympathisé dans le milieu. Et du coup, voilà, il adapte à sa sauce. D'ailleurs, je lui ai encouragé à revoir graphiquement le look des personnages, à les redesigner et tout ça. Il y a même des scènes inédites qu'on a pris le temps de développer dedans, parce qu'on s'est dit, justement, ce format de 200 pages va nous permettre de développer les scènes d'action, développer des scènes inédites. Voilà, c'est un reboot presque finalement de la série des légendaires, mais sous format manga. Ok, je vois, hyper stylé. Ça, donc on l'a dit, il y a aussi une petite série télé qui a été diffusée en 2017, je crois. 2017 sur TF1, voilà. Qui était pareil, puis ensuite sur Canal J, puis ensuite sur Netflix. Oui, mais voilà. Bref, mais qui est autoconclusif. Fallait que ça soit, c'était pas dans le but de développer l'univers, mais non, pas du tout. Au média, contraire, c'était même dans le but de s'adresser à des novices. Sachant que TF1 voulait destiner le dessin animé TF1 non pas aux fans, mais à des jeunes enfants qui ne connaîtraient absolument pas la BD. C'est ça. Et qui, pour le coup, ne voulaient pas du côté feuilletonnant de la BD. Ils voulaient que les épisodes soient interchangeables, qu'on puisse les mettre dans n'importe quel ordre, à part un double épisode qui s'est déroulé en fin de saison. En fin de série même, parce qu'il n'y a jamais eu de deuxième saison. Voilà, c'était ça le règlement, on va dire les règles que TF1 nous a un petit peu imposées sur la série animée. Et à côté de ça, on a aussi Stories. Voilà, et Stories, qui est le dernier. c'est le dernier né dans l'univers des spin-offs
des légendaires, qui là était là pour le coup une manière, oui, d'enrichir un peu comme l'a été Origins, c'est-à-dire de développer le passé de certains personnages, mais cette fois-ci non plus des personnages principaux, mais des personnages secondaires que je savais être des chouchous pour les fans. Hein. C'est-à-dire que je savais que tel personnage, les fans aimaient beaucoup, et ainsi de suite, avec des différents auteurs de BD. Pour le coup, là, des professionnels, je voulais vraiment des gens qui aient déjà leurs pattes, leur identification, voire même leur noyau de fans, qui reprennent l'univers des légendaires avec leur savoir-faire, leur sauce, leur graphisme, et qui scénarisent, parce que du coup, c'est également eux les scénaristes, qui scénarisent donc des histoires, des one-shots sur tel ou tel personnage. Souvent, je leur donnais d'ailleurs le choix entre les personnages. Voilà, il y a celui-là, lequel t'intéresse. Alors souvent, je me permettais de dire, celui-là, je pense qu'il correspondrait mieux à ton style, tout ça. Mais ça s'est un peu déroulé comme ça. Est-ce que t'as quand même un travail de validation, quoi que ce soit? Oui, alors mon implication a plus ou moins été forte selon les tomes. Il y a des auteurs qui se sont très bien débrouillés, qui n'ont pas eu besoin de mon aide pour créer leur propre BD, comme Jessica Young, qui connaissait déjà bien l'univers des légendaires, donc elle n'a pas eu trop besoin de mon aide pour développer son Tom Stories. Chris également avait une ambiance fantasy qui lui était propre, il était très à l'aise. Sur les stories Kelsha, là, je me suis proposé de proposer un pitch de départ. Donc, mon application était. Par contre, je validais tout. Hein, ça, c'est certain. C'était pas non plus carte blanche. Il fallait que tout soit plausible parce que souvent, c'était le passé des personnages qui étaient décrits dans ces albums-là, et il fallait qu'ils soient cohérents avec ce qu'on savait des personnages actuellement. Donc, forcément, ils pouvaient pas faire tout et n'importe quoi. Je leur donnais souvent un pitch où je leur disais non, ça tu pourras pas. Il faut. En fait, ce qui était un peu imposé, c'est qu'à la fin de chaque tome, le personnage soit un peu devenu celui qu'on est censé connaître dans la série principale. C'était un peu ça la règle à suivre. J'ai encore une question, notamment sur la série principale. La série principale fait 23 tomes. Ouais. Je trouve à titre personnel que le tome 21, il conclut l'histoire. Le 21 ou le 18 plutôt. Enfin, 18. Parce que le 18, c'est la fin de l'histoire de Calandre. Le 18, pardon. Oui, parce que le tome 21, c'est en plein milieu du cycle de World Without. 18, alors, oui, c'est un choix que j'assume. C'est vrai que beaucoup de fans considèrent que la série s'est arrêtée au tome 18. Pour eux, World Without, le cycle final, est le cycle de trop. Dans le sens où, en fin de compte, c'est comme si je faisais un dernier baroud d'honneur, alors qu'en fin de compte, il y avait une conclusion finalement, qui pour moi n'avait jamais été une conclusion. C'était pas comme si je m'étais dit ça finit, puis après je dis oh non, finalement je vais continuer. Pour toi, le tome 18 n'a jamais été une fin. Non, je savais déjà que ça allait pas être la fin. Mais vu ce que j'ai raconté, beaucoup de fans l'ont pris en tant que tel. Pourtant, à la fin du tome, il y avait la bande-annonce du tome suivant. Mais c'est vrai que je partais sur quelque chose de tellement radicalement différent. Et voire même en manipulant les lecteurs, en leur faisant croire que ce qu'ils avaient lu pendant 18 tomes était finalement imaginaire et ne s'était produit que dans l'imaginaire d'un personnage qu'on découvrait en fin de tome. Pour eux, c'était trop. Ah non, là il part en live l'auteur. Je décroche. Et c'est vrai que beaucoup, surtout qu'en plus le cycle d'après, c'est un cycle où on ne comprend pas ce qui se passe. Attends, ça s'est fini comme ça, maintenant c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les indices, je les ai dilués au fur et à mesure des 4 tomes qui ont suivi. Et du coup, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'adhère pas immédiatement au changement, ils étaient largués les fans. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? C'est qu'en fait, au fur et à mesure des tomes de la série, les fans ont commencé à comprendre mon mécanisme de pensée, de création des histoires, et arrivaient très facilement à deviner ce qui allait se passer. Malgré mes cliffhangers, malgré tout ça. Et moi, je voulais que la dernière histoire des légendaires soit complètement imprévisible et que les fans soient complètement déboussolés et n'arrivent pas à deviner les aboutissants de l'histoire en cours. Et est-ce que c'était pas peut-être un poil trop? Alors sans doute, parce que je sais que j'ai perdu des lecteurs. Hein. Il y a des lecteurs qui m'ont dit non, je sais que la série World Without existe, mais je l'ai jamais lu. Pour moi, la fin, c'est le tome 18. Et c'est dommage parce que j'ai regardé à 4 tomes près. T'es plus à ça près, quoi. Voilà, lis la fin et tu verras qu'en plus, surtout, il y a un happy end à World Without, alors que c'est une fin presque horrible au tome 18. Le tome 18, c'est dur. Voilà. Donc, du coup, ils veulent se contenter d'une fin. Je vais pas les forcer non plus, mais du coup, ils acceptent la fin tragique d'une série qui n'est pas la vraie fin. Mais, voilà, c'est un risque que j'ai pris, comme lorsque j'ai fait le cycle World Without. Certains n'ont pas adhéré, d'autres oui. Il fallait cette prise de risque également. Façon, il faut tenter les choses. Ça marche, ça prend pas, tant pis. Mais bon, j'aurais peut-être dû trouver quelque chose d'un peu plus simple, peut-être, ou un peu moins long. Pour conclure la série, mais moi j'avais besoin de finir sur un truc what the fuck.
Voilà. C'est honnête. Ok, je vois. On va passer un peu sur la manière dont tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu utilises toujours PenShop Pro 6? Oui. Il n'y a que les dinosaures qui ont dû connaître PenShop Pro 6. C'est un logiciel graphique de retouche photo qui est pas trop d'ailleurs un logiciel fait pour faire du dessin d'ailleurs, mais que j'utilise pour ça et qui date de Windows 95 ou 98. C'est vous dire à quel point en fait, je l'utilisais déjà avant de faire de la BD. Okay. J'utilisais pour faire de la retouche d'image, des choses comme ça. Et puis quand j'ai commencé à faire de la BD de manière numérique, tout du moins pour la mise en couleur, parce que je continue encore maintenant à faire mes dessins directement sur papier, j'arrive pas à dessiner en numérique. J'ai continué à utiliser ce logiciel-là, mais qui est un parfait inconnu pour la plupart. Quand on me demande quel logiciel j'utilise, je leur dis quel logiciel, et deux, je leur dis, ne le cherche pas, tu vas pas le trouver. c'est même d'occasion en téléchargement où on trouve que des vieux trucs d'essai de 30 jours, des trucs comme ça. Ça ne se vend, même les versions modernes, récentes de PenShop Pro, je crois que ça n'existe même plus. Voilà, je suis le seul auteur BD, manga, comics au monde, j'en suis sûr, à utiliser ce logiciel-là. Mais pour moi, il suffisait pour faire ce que je faisais, et surtout il est très simple, très intuitif d'utilisation. Donc ça c'était pour la partie un peu rigolote. Autrement, et je dessine sur des vieux papiers dont j'abat moi-même les arbres pour faire non, je rigole. Je grave sur la roche. C'est ça. Ok, je vois. Au moment où tu commençais, maintenant c'est différent parce que maintenant tu storyboard principalement. C'est ça. Mais à l'époque, comment ça s'organisait un tome légendaire? Tu commençais directement le storyboard? Alors oui, je faisais pas ce que n'importe quel auteur censé devrait commencer à faire, c'est-à-dire le scénario. En fait, j'avais le gros de l'histoire en tête, j'avais le résumé. Il va se passer ça. Et ensuite, une fois que j'avais le résumé en tête, je le mettais directement en papier sans passer par le scénario écrit, sans même passer par le storyboard. J'attaquais directement les crayonnés parce que je voulais aller au plus vite à ce que j'avais en tête. Et je procédais comme ça. Donc, peu de préparation en amont, mais du coup, un achèvement des planches beaucoup plus rapide parce que je sautais 2 étapes. Et moi, ça m'amène à une question, c'est, ok, t'écris pas de scénario, mais tes idées, comment tu les stockes? Je garde en tête, j'écris rien. Alors, c'est d'autant plus paradoxal que j'ai une très mauvaise mémoire. Okay. C'est-à-dire que j'oublie plein de choses tout le temps. Je reconnais jamais personne dans la rue. J'ai l'impression que je snob tout le monde. Mais c'est juste que quitter toi, je suis ton cousin. Ouais, c'est presque ça, quoi. Et du coup, voilà, j'ai une très mauvaise mémoire pour tout. Ok. On pourrait croire que du coup, il faudrait que je note tout, mais pour le boulot, je n'oublie rien. Je pense à un truc, dans 5 ans, je vais m'en souvenir au moment où je vais m'en servir. Ça, quand même. J'ai une mémoire sélective. À mon avis, toute la capacité du disque dur est concentrée sur mon travail. C'est pour ça que j'oublie tout le reste. Voilà, je vais avoir une idée quelque part. Je vais pas avoir besoin de la noter, même si je sais que je l'exploiterai pas avant 2-3 ans. Je sais qu'au moment venu, elle va être là. Donc, je ne note rien. Ce que je peux parfois devoir noter, c'est plus un processus dans le sens où il me reste plus que 10 pages d'album. Alors attends, que je calcule bien, il me faudra tant de pages pour telle scène, tant de cases pour telle scène. Et là peut-être je vais commencer à noter, genre de bien bien m'organiser pour être sûr que les pages qui me restent vont me permettre de finir l'histoire que j'ai en tête. Okay, mais en dehors de ça, je note absolument rien. Ça te prenait, si on met des temps dessus, ça te prenait combien de temps? Alors de mémoire, c'était à peu près 3 mois pour faire le crayonné. 1 mois à 2 mois pour faire l'ancrage et 3 mois pour faire la mise en couleur. Ok. Donc ce qui revenait à peu près à 6 mois donc pour faire un album. Ok, je vois. Quand tu dis crayonné, c'est-à-dire le storyboard de crayonné? Alors je dis crayonné parce que comme je sautais l'étape du storyboard, pour moi c'est tout en un, c'est 2 en 1 quoi. Pour mon storyboard, c'était mon crayonné. Je le faisais de manière assez détaillée pour pouvoir directement enchaîner par l'ancrage par-dessus quoi. Et aujourd'hui, tu travailles avec plein d'illustrateurs, est-ce que tu fonctionnes toujours pareil? À peu près finalement. Sauf que je n'ai plus les étapes finales qui ne sont plus de mon ressort. Ouais. Mais je fournis un storyboard qui du coup est très détaillé, presque à la manière d'un crayonné, aux différents auteurs avec qui je collabore, puisque moi, ça m'aide à bien expliquer, à bien montrer les émotions des personnages, parce que le dessin est très détaillé pour les exprimer des personnages. C'est pas un rond avec une croix, pour indiquer le sens du regard. Non, c'est vraiment très détaillé. On arrive à lire et à comprendre la BD. Comme ça. Oui, on pourrait tout à fait la lire comme ça. Du coup, moi, ça m'évite d'avoir l'étape scénario où je dois écrire, expliquer ce qui se passe parce qu'on comprend très nettement à travers mes crayonnés.
Et pour l'illustrateur lui-même, eh ben c'est autant d'étapes qu'il a pas à faire. Et du coup, il peut attaquer presque directement l'ancrage par-dessus. Et pour Guillaume Lapère, qui a un format différent, tu fais quand même un crayonné? Non, là, pour contre, en fait, c'est le spin-off dans lequel j'interviens le moins. Ouais. Puisqu'en fait, on échange assez peu dedans. Je valide évidemment toujours à la fin pour être sûr qu'il a bien retranscrit ce qu'il fallait retranscrire ou ce genre de choses. Comme il s'agit d'adapter de l'histoire qui a déjà été faite, en fait, on se concerte surtout pour évoquer ce qu'on peut changer. Parce que des fois, il y a des petites choses qu'on change, des erreurs scénaristiques qu'il a pu y avoir dans la série principale, que du coup, on corrige. Dans la version manga, ce serait trop bête de répéter, de garder les erreurs. Du coup, on corrige ce qui a besoin de l'être, on l'améliore ce qui a besoin de l'être, et on rajoute les scènes supplémentaires qui sont nécessaires pour donner un peu plus de densité ou un peu plus au contraire de respiration au manga. Et les personnes avec qui tu travailles, qui sont les illustrateurs, est-ce que, comment dire, c'est Delcourt qui s'occupe de, par exemple, te rémunérer toi et de les rémunérer eux? Oui. Okay. Non, chacun de nous a un contrat avec les éditions Delcourt, même si des fois c'est le même contrat sur le papier, mais c'est pas moi qui rémunère les illustrateurs au contraire. Moi, j'ai du coup une rémunération qui est qualifiée en tant que scénariste, et eux ont la rémunération qui correspond en tant que dessinateur ou coloriste, le cas échéant. Mais non, c'est l'éditeur qui les rémunère. Ouais. Eux, de leur côté, par contre, ça leur arrive de devoir rémunérer quelqu'un sur leur part pour les aider sur le dessin. Notamment sur Saga, il y a Alexandre Demacias qui fait les décors, qui aide à la mise en page, et du coup, Guillaume Lapère le rémunère sur sa part de droit d'auteur. Moi, je conserve la mienne qui est sur celle des scénaristes, quoi. Ok, je vois. Après, ça m'est arrivé de renégocier certains contrats pour permettre, par exemple, à des coloristes, comme c'est le cas pour Résistance ou Origine, pour lui permettre de toucher un peu plus. Du coup, moi, de rogner sur ma part à moi, afin que ça s'équilibre. Mais sinon, c'est pas moi qui rémunère directement mes collaborateurs. C'est plus c'est directement avec l'éditeur. Ouais, complètement. Je vois. Les légendaires, l'univers les légendaires. En France, c'est un succès, ça y a pas de doute. On l'a dit, mais moi j'ai découvert au CDI, c'est dans toutes les bibliothèques, mais aussi les gens tout simplement aiment et achètent. Par contre, c'est une BD qui a été aussi traduite, et dans les autres pays, ça marche moins. Alors, faut savoir ce qu'on entend par autre pays, parce que tout ce qui est francophone, ça marche. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas juste en France. C'est-à-dire que Belgique, Suisse, Nouvelle-Calédonie, Canada, ça cartonne. Peut-être pas autant qu'en France, mais ça marche. Mais c'est vrai que dès que c'est traduit dans une autre langue, ça ne prend pas. La sauce ne prend pas. Pourquoi? On n'arrive pas à savoir. Si on savait, on l'aurait pas proposé, du coup, et on s'est dit que c'était pas les bons pays. Pourtant, potentiellement, ça aurait pu. C'est vrai que ça a été traduit en Espagne, ça n'a pas pris. Ça a été traduit en Grèce, ça n'a pas pris. Thaïlande, ça n'a pas pris. Ça a été traduit en Thaïlande? Ouais, c'était traduit en thaïlandais. Bon, on va aller savoir pourquoi. Ça s'est fait comme ça. Et pour le coup, il y a que les Pays-Bas qui continuent encore actuellement à traduire et à publier les légendaires dans une autre langue si, il y a également en anglais aux États-Unis, mais c'est la version qu'en version numérique. D'accord. Mais pour le coup, c'est vrai que la traduction ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est une alchimie. Pourtant, le graphisme manga pourrait faire que ça pourrait toucher un plus large public, mais en fin de compte, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle la fameuse exception culturelle française qui fait que ça ne marche qu'ici. Il y a d'autres séries qui sont moins des carton, je dirais peut-être en France, et qui pour le coup marche mieux à l'étranger. Enfin voilà, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû. On désespère pas que ça change, évidemment, notamment grâce au film. Puisqu'actuellement un film d'animation des légendaires est en production, qui sortira début 2026. Dernière date, pour l'instant c'est début 2026. Même si au départ c'est vrai qu'en 2025 avait été envisagé. Et du coup, comme on vise un succès international avec, et que dans les autres pays les gens vont plus au cinéma qu'ils ne lisent. Parce que la BD, très peu de pays sont vraiment très lecteurs de BD. Ça, il y a les États-Unis avec les comics, nous et quand on parle de BD franco-belge en Europe, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il existe quasiment aucun autre genre de BD en Europe, en fin de compte, quoi. Donc c'est vrai que c'est très dur de faire lire d'autres pays européens en dehors du marché franco-belge. Alors, en dehors des mangas, évidemment. Mais pour le coup, le cinéma, ça, c'est beaucoup plus mondial, on va dire. C'est beaucoup plus international. Et du coup, on espère que le succès du film, s'il marche évidemment, pourra donner envie aux autres pays d'acheter les droits de la BD originelle et de la traduire, mais pas forcément sous la forme qu'on pense, à savoir que c'est peut-être plus le manga, c'est-à-dire les légendaires sagas, qui pourrait être du coup exporté et se faire connaître les légendaires dans les autres pays grâce au film, mais peut-être pas la BD originelle du départ. Ouais. C'est marrant. Quand tu travailles avec d'autres auteurs comme ça, sur autant de spin-off,
est-ce qu'il y a une certaine organisation à avoir? Oui, enfin déjà le fait de respecter ses engagements, à savoir que tous les auteurs avec qui je collabore, il faut qu'ils soient conscients dans quoi ils s'impliquent, parce que les légendaires maintenant c'est une marque, voilà, c'est une licence qu'il faut prendre au sérieux. Donc ça s'est passé pas très bien avec certains auteurs. Ben ça n'a pas continué, voilà. Moi je veux travailler avec des personnes qui sont réguliers dans leur travail, sont réactifs, répondent à mes messages, font les corrections que je peux demander sans trop rechigner ou rebuter. Donc toutes ces choses-là sont un peu posées sur la table au départ quand on signe un contrat. Voilà, ça va se passer comme ça. Est-ce que ça te convient? À partir de là, si je suis content de leur dessin artistique, mais aussi de leur côté professionnel, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais je veux dire, toi, en termes de leur fournir leur storyboard, parce que du coup, t'es sur plusieurs histoires en même temps. Oui, mais bon, je leur fournis quand même pas mal en amont, hein. Ouais. Par exemple, mais je veux dire, à titre personnel, comment toi, est-ce que tu t'organises pour pouvoir justement, en travaillant en amont, c'est-à-dire que je okay. travaille le plus tôt possible sur les différents albums pour que le moment venu, lorsque les auteurs viennent à commencer l'album en question, j'ai déjà fini ma part en fait. Hein. Là, par exemple, la dessinatrice des Chroniques de Darkel 5 vient juste de finir aujourd'hui même. Hein. Ce matin même, elle vient de finir le tome 5. Le 6, elle l'a déjà. En fait, j'ai déjà fini le storyboard, le crayonné du tome 6, donc elle attend quand elle veut. Donc, en aucun cas, ce sera moi qui leur ferai prendre du retard dans le sens où, désolé, je suis pas pris, il va falloir que t'attendes quelques semaines. Toi, t'es carré. Voilà, moi je suis carré, je veux dire, vu que je suis le premier maillon de la chaîne, pour moi c'est normal que si à un moment donné ça démarre en retard, que ça soit certainement pas de ma faute, quoi. Parce qu'après je pourrais pas leur reprocher le fait que l'album sorte plus tard. Non, moi je travaille beaucoup en avance. Là je suis en train de travailler sur les légendaires Résistance 6, alors que le 5, 5, alors que le 4 est pas encore fini. Voilà, donc j'ai presque un an d'avance. En fait, au moins 6 mois d'avance sur le travail de mes collaborateurs, quoi. C'est comme ça qu'on travaille, tout du moins sur ces séries-là. Sur des séries comme les légendaires Parodia, c'est différent parce que c'est un travail à 2 mains, enfin à 4 mains du coup. Voilà, on est 2 à scénariser en même temps. Donc là, c'est différent. Comme pour les mythiques où vous êtes 3. Voilà. Où on était, parce que du coup, je ne suis plus du tout impliqué dans les mythiques depuis maintenant un peu plus d'un an. Ce qui me libère pas mal de temps du coup pour les légendaires, c'est pas plus mal. Mais en effet, c'était comparable. Donc maintenant, comme je sais comment se passe le rythme de parution qu'on veut tous les ans à la même date pour telle série, c'est à moi de me caler sur ça de manière à ce que lorsque le dessinateur, maintenant je sais à peu près également le temps qu'il faut à chaque dessinateur pour faire un album, du coup on le calcule. Moi, je le calcule en tout cas avec l'éditeur à partir de quand il leur faut le storyboard. Bien sûr. Et c'est comme ça que ça fonctionne, voilà. C'est à partir du moment où moi je me suis bien organisé, eux, s'ils sont carrés et qu'ils savent le temps qu'il leur faut pour faire un album, la date butoir de rendu d'un album, d'un contrat, c'est respecté. Ok, je vois. Et quand t'as une série qui est comme ça, qui a du succès, qui peut permettre aussi des spin-offs, etc., est-ce que la relation avec l'éditeur, elle change au fur et à mesure? Oui, enfin, elle change. Alors, pas dans la façon dont je travaille, dans le sens où on a toujours travaillé de la même manière depuis le début jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je leur montre les choses à valider, ils me les valident. Hein. J'ai pas non plus carte blanche totale. Hein. C'est-à-dire que je leur fais valider la couverture, ils lisent les pages au fur et à mesure qu'elles se font. En tout cas, ils y ont accès. Tout ça, je leur montre le texte bande-annonce. Enfin, je fais valider toujours plein de choses. Ce qui a changé, c'est que maintenant, je connais bien mon boulot et c'est rare qu'ils me demandent de retoucher, de refaire certaines choses, alors que les premiers tomes légendaires, des fois ils me faisaient faire et refaire des pages, des couvertures et tout ça parce que j'avais pas le truc voilà pour savoir exactement ce qu'il faut pour ça. Donc maintenant c'est très rare que je refasse des choses. Voilà, donc il y a une relation de confiance où on fait plus valider que par formalité que par nécessité, ce genre de choses. Moi je suis plus à l'aise également avec eux parce que maintenant voilà, quand je propose quelque chose, je suis plus écouté ou je suis plus suivi dans le sens où je connais maintenant mon métier, je suis plus le novice d'il y a 20 ans, mais de manière générale, assez peu de choses ont changé. Si ce n'est une relation de confiance qui est encore plus présente qu'au début où elle était déjà bien là. Ok, je vois, hyper stylé. Et j'ai encore deux questions qui sont, est-ce que premièrement, ça te manque de dessiner d'ancrer? Alors, ça me manque un peu dans le sens où pour la première série des légendaires, la série originale, j'avais eu un peu la fierté, le petit ego de me dire j'ai tout fait tout seul. C'est-à-dire que il y a 23 tomes, j'ai fait 21 tomes et demi tout seul. C'est sur les 2 derniers tomes que j'ai dû me faire aider par une coloriste parce que j'avais des problèmes de santé.
Donc c'est vrai que j'ai toujours ce petit goût doux amer de ne pas avoir été totalement jusqu'au bout. Et là, c'est clairement, je n'ai plus du tout cette sensation-là de finir un album, ça c'est certain. Mais comme je disais, j'ai pas choisi les personnes avec qui je collabore au hasard. Oui, bien sûr. Donc du coup, j'ai pris des personnes qui sont très douées et qui en fin de compte font quelque chose de mieux que si c'est moi qui l'avais fait. Ok, je comprends. Ne serait-ce qu'en parlant de Jenny sur Résistance, jamais j'aurais été capable d'avoir ce rendu graphique. Beaucoup plus réaliste, beaucoup plus léger en même temps. Enfin, il y a quelque chose que moi c'est très abrupt, c'est très anguleux, c'est très shonen. Elle a un côté presque un peu plus shoujo où les personnages sont un peu plus ronds, plus expressifs, l'émotion passe mieux. Ouais, je vois. C'est voilà. Et pourtant elle est aussi à l'aise sur les scènes d'action, donc elle arrive vraiment à toucher un peu à tous les aspects du manga. Là où moi j'étais beaucoup plus à l'aise sur le parti shonen, on va dire. Okay. Et du coup, là où j'ai une petite frustration de ne plus faire mes albums entièrement, j'ai une très large compensation avec le résultat final qui est au-dessus de ce que j'aurais fait moi-même. Donc j'y gagne plus que j'y perds. Je vois. Et donc mon autre question c'était, depuis justement que t'es plus sur l'ancrage, la colo, etc., est-ce que t'arrives à prendre un peu plus de temps pour toi? Ben non. Parce que même si je passe moins de temps par série, j'en fais plus également. Ouais, parce que avant, je ne travaillais que sur la série principale. Ben maintenant, je fais le storyboard des Chroniques de Darkel et le chara design aussi. N'oublions pas le chara design, qui est l'une des parties que je conserve et dans lesquelles je m'éclate le plus. Hein. Donc ça, il n'est pas question qu'on me l'enlève. Donc il y a le chara design, il y a le storyboard, il y a le scénario. Même si pour moi tout ça est un peu englobé dans la même chose. Pour les Chroniques de Darkel, pour Résistance et prochainement pour le Retour d'Origine. Plus la moitié du scénario à peu près des légendaires Parodia. Plus ensuite toutes les étapes de validation. Oui, c'est ça. Qu'il y a à faire, qui malgré tout, bout à bout, prennent ça des fois des journées. Hein. Puis des fois quand tu dois valider pour le film, exactement, pour, voilà. Alors le film, c'est souvent les périodes. Il y a des périodes comme l'année dernière où j'ai travaillé 2 mois non-stop sur le film, par exemple, où c'était pas du tout prévu à un moment donné dans mon planning et j'ai dû jongler avec ça. Donc il y a des choses à un moment donné qui se greffent, qui sont prévues ou qui ne sont pas prévues et il faut que j'arrive à jongler avec tout ça. Pour l'instant, j'y arrive. Mais c'est un exercice auquel je suis pas encore totalement habitué par rapport à une époque où j'avais de compte rendre à personne à part à mon éditeur en lui rendant la BD finie à tel moment. Donc c'est un exercice différent qui me fait un peu plus du coup devoir tenir compte des autres et plus seulement de mes propres capacités aux limites. Mais pour l'instant, j'y arrive. J'aurais du mal à rajouter une série. Hein, par contre, j'aurais un peu de mal dans mes calculs. C'est vrai que si je devais rajouter une série de plus, dont je devrais scénariser, storyboarder et créer des années, là, par contre, ça commencerait à me poser des problèmes parce que là, pour le coup, j'aurais plus de temps pour moi si je devais faire ça. La Sobral Corporation, elle est complète là. Ouais, non. Pendant quelque temps, je pense en tout cas, oui, jusqu'à la fin d'une des séries citées, en tout cas, je vois difficilement comment je pourrais placer quelque chose d'autre. Carrément. Ouais. Et du coup, ça ressemble à quoi la journée de Patrick Sobral? Bah, c'est selon les étapes, en fait, hein. Ça peut être des journées où je fais que de la validation, de la correction, parce que certains auteurs m'envoient leurs planches, je fais en mesure qu'ils les font, une par une. Des fois, c'est par paquet de 10 ou 15. Ah oui. Et quand c'est par paquet de 10 ou 15, j'y passe la journée, du coup, à tout lire, à noter des choses, à faire des corrections, à leur montrer ce que je veux, des choses comme ça. Et ces jours-là, j'avance pas trop sur le reste. Et inversement, il y a des jours où je suis à fond sur mes crayonnés, parce que justement, j'ai aucune des étapes de validation, de correction à faire. Ce qui ne change pas, c'est les horaires. C'est-à-dire que je fais à peu près 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais beaucoup changé. Hein. Je fais mes 7-8 heures par jour. Je m'impose pas de bosser le week-end, sauf si vraiment il faut. J'aime bien avoir mon petit temps pour moi. En fait, s'il y a bien quelque chose que j'ai gardé de l'époque où j'étais ouvrier, décorateur sur porcelaine, donc il y a 20 ans, mais en fait, c'est d'avoir un peu mes 35 heures par semaine. C'est bête à dire, mais en fin de compte, je trouve que c'est le meilleur moyen d'être régulier dans son travail, c'est-à-dire de s'imposer des horaires, même si je bosse chez moi. Où tu sortais de BD, Ah ouais. Ouais. T'arrivais à sortir 2 BD en étant sur du en faisant mes 35 heures par semaine. Bon, 40 peut-être. Ouais, mais voilà. Non, j'étais pas jour et nuit dessus. Non. Je prenais pas de congé, mais j'avais mes week-ends, oui, sans problème. Ah, c'est honnête. Ouais. T'as réussi à maintenir cette oui. J'y arrivais. J'aurais pu faire plus, mais en même temps, ça suffisait. Ça sert à rien de se tuer au boulot non plus. Voilà, la seule chose c'est que j'avais pas de congé. J'enchaînais ça tout le temps et voilà. Ça. Mais oui, en faisant mes 35 heures par semaine, mes 7 heures par jour,
5 jours par semaine, ça le faisait. Ok, bah, alors voilà, c'est pas infaisable. Après, chacun a sa façon de faire. Ouais, hein. Il y a des auteurs, je sais, qui ne bossent que dans la nuit. Il y a des auteurs qui ne bossent que dans l'urgence. Genre pendant des mois, ils vont aller très lentement. Et puis les 3 mois de bouclage, ils vont turbiner. Et toi, t'as été hyper régulier. Et moi, j'essaie au contraire au contraire, j'essaie même d'avoir de la marge dans le sens où lorsque avec l'éditeur, on se fixait une date butoir pour rendre l'album. En général, je demandais 1 ou 2 mois de plus que ce qu'il fallait réellement pour le faire. Ce qui fait que si jamais un jour, je suis pas bien, je suis malade ou si j'ai envie un peu de souffler, j'ai de la marge. Et ce qui fait qu'en général, allez, sur 23 tomes, j'ai dû en rendre 3 en retard, quoi. C'est voilà, la plupart étaient rendus avec 1 mois d'avance. Okay. Donc l'éditeur se plaignait pas trop, ça va. Ah ouais, en vrai, t'étais l'auteur idéal, la série elle marche. Je pense pas que je leur ai donné beaucoup de cheveux blancs à mes directeurs de collection ou éditeurs. Alors après, voilà, chaque auteur est différent, chaque face. Puis bon, moi j'ai pas de vie de famille à gérer, tout ça, je vis seul, tout ça, donc je n'ai pas d'impondérant, des choses qui font que je dois mettre des priorités. Ces 20 dernières années, la priorité ça a été mon travail en fait. Et ça a porté ses fruits. Oui, heureusement, parce que sinon, j'aurais sacrifié une bonne partie de ma vie pour rien, mais non, j'en suis vraiment très content. Ouais, t'as un très beau parcours et c'est vraiment sympa. D'ailleurs, en parlant de travail, t'as quand même créé toute une famille derrière ta BD. Une famille de fans. Oui, les fans, de toute façon, c'est la base. Hein. De toute façon, c'est comme les spectateurs au cinéma. Sans eux, il y aurait pas de film, il y aurait pas de BD, tout ça. Et c'est vrai que c'est ça qui est génial. Et c'est là qu'on voit que c'est un univers populaire et qui a pris ses marques à travers la génération. C'est que l'univers des légendaires se développe indépendamment de moi aussi, à travers des fanfictions, à travers des conventions, des cosplays font les fans. Même actuellement, il y a un fanzine qui est en développement par les fans qu'ils ont mis en précommande et tout ça. Toi, tu maintiens une relation avec eux parce que toutes les semaines, tu leur donnes un peu de J'interviens pas dans tous les domaines de la communauté. Non, mais tu vois, toutes les semaines, t'essayes sur alors le blog, voilà, je suis sur le site, je leur donne des actus et puis je réponds à leurs questions les mercredis avec une amie. On répond aux questions des fans. Sur Instagram, je poste 2-3 actualités par jour. Je réponds presque à tous les messages. Pour l'instant, je me permets parce qu'il n'y a pas trop de monde parce que j'ai mis un peu le compte en privé, mais le jour où j'aurai 10 000 followers, j'y arriverai peut-être plus. Mais pour le coup, oui, j'essaie de garder contact, lien avec mes fans parce qu'ils sont la base de l'histoire, de la réussite de la série. Et puis sincèrement, c'est kiffant de discuter avec eux parce que je les vois échafauder leurs théories, je les vois verser leurs larmichettes quand un personnage meurt, tout ça. Une des plus belles récompenses. Alors oui, elle est à double tranchant comme beaucoup de choses malheureusement. Okay. Si je prends l'exemple du cycle d'Anatos qui a braqué une certaine partie de ma communauté à cause de la direction dramatique que j'ai donnée à la série, beaucoup de fans se sont braqués, mais certains sont vraiment devenus très hostiles à m'insulter sur les réseaux, de manière privée, tout ça. Il y a des fois où ça a vraiment dégénéré. Donc je fais quand même gaffe à ne pas faire copain non plus avec mes fans. Ça reste des fans, je reste leur auteur. On essaie de pas aller plus loin que ça en termes de relations, parce que ça peut très vite dégénérer. Pour moi, c'est qu'une BD. Pour eux, des fois, c'est beaucoup plus. Et même si la plupart du temps, l'impact que la série des légendaires a eu sur leur vie, d'ailleurs j'ai une petite anecdote, je la citerai juste après, mais souvent est positive, des fois, ça a tellement de place dans leur vie que c'en est presque inquiétant dans le sens où ça devrait pas, pour moi, être plus que de la distraction ou à la limite de la motivation. Mais pour certains, c'est la chose à laquelle ils se sont raccrochés quand ça n'allait pas dans leur vie, qui ont même empêché certains fans des fois de passer à l'acte dans des idées de suicide ou des choses comme ça. Donc c'est quand on apprend ce genre de choses, ça met un petit coup de pression aussi, complètement. Parce que du coup ça crée une responsabilité à laquelle on n'est pas préparé et qu'on voudrait pas. C'est ça. Alors après, quand c'est des impacts positifs, comme il y a pas longtemps, il y a un fan qui m'a dit sur Instagram que c'était moi, enfin ma BD Les Légendaires, qui lui avait donné envie d'être pompier, dans le sens où il trouvait le personnage de Griff courageux, sans peur et tout ça, prêt à aider et sauver les autres, et ça lui a donné sa vocation de pompier, genre à vouloir aider, porter secours aux autres. Et il m'a dit à chaque fois que je sauve une vie, c'est un peu grâce aux légendaires, quoi. Et ça c'est génial d'entendre des trucs comme ça, quoi. Et il me disait
et là par contre ça rejoint ce que je disais tout à l'heure où je m'en mêle pas trop, c'est qu'il me disait que sur Discord il y a une très forte communauté de fans dont il fait partie, et il me dit vous soupçonnez pas le nombre de gens que votre BD a impacté et qui leur a donné envie de faire le bien autour d'eux. C'est génial quoi. Ah, c'est et voilà, quand on a ce genre de retour, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois, parce que moi-même j'ai un peu créé mes valeurs de vie à travers les séries que je regardais quand j'étais môme, parce que j'avais pas trop de copains, je sortais pas beaucoup, j'allais pas jouer au foot avec le copain ou faire du vélo, je regardais à la télé, Club Dorothée, les premiers animés, et donc du coup beaucoup des valeurs que j'ai actuellement, je les ai construites autour des séries animées qui défendaient des valeurs comme l'amitié, le don de soi, l'altruisme, combattre les forces du mal. Ça fait très cliché tout ça, mais finalement c'est des fondamentaux qui moi m'ont accompagné dans la vie et que j'ai voulu retranscrire à travers mes BD, mes univers, mes personnages, parce que je trouvais que c'était beau comme chose à défendre, comme valeur, même si je fais pas ma BD à des fins pédagogiques. Voilà. J'aimais l'idée de dire s'ils arrivent à frémir à travers ma BD, comme moi j'ai frémi à travers les séries de ma jeunesse, c'est bon. C'est bon quoi, c'est gagné et j'aurais réussi à faire mon taf. Et quand ils me disent j'ai pleuré à telle scène ou j'ai ri à telle scène, ça me touche parce que du coup, oui, mais c'est ce que je voulais. Tu vois. Alors des fois on peut prendre ça pour du sadisme, genre j'ai pleuré quand tel personnage est mort et moi je suis ravi. Ouais. Comme ça, mais là, quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais non, en fait non, voilà, parce que j'ai réussi à les émouvoir. T'as réussi à transmettre ce avec que tu voulais transmettre, du trait, tout ça. J'ai raconté ça et ça les a touchés, ça les a émus quoi. Et ça c'est waouh. Ça c'est dingue. Ouais. Ah, trop cool. Écoute, je te remercie beaucoup Patrick. On va arriver sur mes 2 questions classiques qui concluent un peu l'interview. Ok. La première, c'est une recommandation sur un contenu que tu as consommé. Ça peut être une vidéo, une chaîne YouTube, un livre, un manga, ce que tu veux, un film que tu as vu. Ouais. Pas forcément récemment, mais un truc qui t'a profondément impacté. Oui, du coup, ça rejoint un peu ce dont on parlait au départ, savoir d'être ému par une œuvre. Moi, j'ai été très marqué par un manga dans les années 90 qui s'appelait Video Girl Eye, qui a été l'un des tout premiers mangas à être publié dans le format japonais, noir et blanc, tout ça, parce qu'il faut savoir que beaucoup des mangas qui étaient publiés avant, comme Akira, était en version colorisée par les Américains, voilà. Ouais. Et donc, le Video Girl Eye a été l'un des tout premiers mangas qui a été publié vraiment en format manga. Et j'ai découvert donc cette œuvre-là, qui est plus un shoujo pour le coup, hein, même si ça se discute toujours un peu, c'est entre shoujo et shonen. Mais bon, ça parle quand même beaucoup d'histoires d'amour, de sentiments entre les personnages et tout ça. Et j'ai pleuré à la lecture de certains tomes. Notamment un où un des personnages principaux mourait d'une maladie au cœur, et on avait beau savoir depuis plusieurs tomes que ce personnage allait mourir, quand ça arrive, ouf, et j'ai fondu en larmes. Et je m'étais toujours dit, waouh, c'est du dessin, c'est du papier, c'est du stylo, c'est tout ce qu'on veut, et ça a réussi à t'impacter. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur d'arriver à créer de telles émotions à travers une œuvre papier, roman même, qu'à travers un film ou une série où c'est vraiment des gens qui jouent, et du coup auxquels on pourrait s'identifier un peu plus. Mais là, c'est du manga, les personnages n'ont pas du tout des carrures, des graphismes réalistes, ils sont en noir et blanc, et l'identification devrait pas être aussi facile. Et pour le coup, Video Girl Eye, ça m'a fait chialer comme un môme, quoi. Et j'ai quasiment jamais retrouvé autant d'émotions ce temps d'émotions sur un autre manga, film ou série ou tout ce qu'on veut depuis. Pourtant 30 ans se sont écoulés, hein. Et je m'étais toujours dit en fait, le jour où moi j'arriverai également à faire pleurer quelqu'un, un lecteur à travers mes BD, même si à l'époque je pensais pas en faire mon métier, mais voilà, je me dis si j'arrive à avoir le talent pour déclencher ce genre d'émotion à travers mes récits, c'est que j'aurais touché quelque chose. Vous voyez, toi, c'est un peu, c'est un peu le 7e sens pour les chevaliers de Zodiac. Tu vois, tout le monde n'y a pas droit, mais on y arrive à force de travail. Et la première fois, qu'un lecteur ou une lectrice, je me souviens plus, m'a dit j'ai pleuré en lisant votre BD, j'ai dit ça y est, j'y suis arrivé. Bingo. Voilà. Ok, trop bien. Et on va passer aux dernières questions, qui sera un peu le mot de la fin. C'est un conseil que tu as envie de partager. Je vais donner un conseil pour ceux qui veulent faire mon métier. Je sais qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de fans, d'ailleurs, me disent que ce que j'ai fait leur a donné la vocation de faire ça. Et j'espère qu'ils y arriveront. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est très dur, dans le sens où malheureusement le talent ne suffit pas. J'ai eu la chance que ma BD soit prise et acceptée par les lecteurs et par l'éditeur, alors que je l'étais plutôt moyenne, plutôt improvisée. Donc on peut dire que j'ai pas mis non plus toutes les cartes dans mon jeu pour assurer, mais ça a quand même marché et ça a été un succès. Et évidemment, du coup, ça fait rêver ceux qui connaissent mon parcours, qui lisent ma BD et qui disent je veux connaître la même chose. Et c'est tout le mal que je leur souhaite évidemment, mais souvent je leur fais quand même réaliser que je suis un cas sur 1000. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu une chance incroyable que ça se passe comme ça, parce que du coup, c'est essentiellement des refus et des échecs qu'on connaît dans ce métier-là, malheureusement. Et souvent, je leur donne du coup les conseils que j'aurais bien voulu avoir
quand j'ai débuté, c'est-à-dire ne pas s'enfermer forcément à faire ce projet-là et pas un autre. C'est-à-dire que mes premiers projets en tous étaient refusés. Et c'est parce que ces projets-là ont été refusés que du coup je me suis tourné vers autre chose qui pour moi n'était pas du tout mon univers, qui était la BD jeunesse. Et c'est pourtant là que j'ai réussi à percer. Et je dirais même que je suis fait pour ça. Alors qu'au départ, j'aurais pas misé 1 euro sur la BD jeunesse. Et alors du coup, prendre du recul sur son travail, faire une certaine remise en question et se dire, OK, c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire, mais peut-être que je peux être bon dans ça. Et l'important est quand même d'être publié au départ. Alors après, une fois qu'on a un pied dans la place, on peut peut-être plus facilement placer ses propres projets perso, mais ne pas être trop fermé, ne pas être trop obtus dans l'optique de se dire je ferai ce projet-là et rien d'autre. Non, ça peut marcher évidemment, mais c'est rare que ce soit le cas. Et surtout, écouter l'avis des professionnels qui ont de la bouteille, qui connaissent ce métier-là. Moi, j'ai des tas d'auteurs qui m'ont donné conseils, qui étaient dans le milieu, dans des moments de doute. Ils m'ont donné des conseils quand je faisais les légendaires, notamment, par exemple, lorsque je m'étais dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait pour le cycle d'Anatos? Est-ce que j'aurais dû garder le ton de la série comme elle était jusqu'à présent et ne pas aller tout ça? J'en ai discuté avec des auteurs aussi, dont un qui est Thierry Copé, qui fait les blagues de Toto chez Delcourt et qui, lui, avait déjà plus d'expérience que moi dans la BD et qui m'a dit, ne fais jamais une BD pour les autres. Fais-la pour toi. Si tu fais une BD pour les autres, sous-entendu les lecteurs, hein, et pourtant on devrait penser comme ça, faire les BD pour les lecteurs, puisque ça leur est destiné. Il m'a dit, tu vas te dégoûter de ce que tu vas faire parce que tu vas juste chercher à plaire au plus grand nombre et plus à te plaire à ce que toi tu fais. Et si tu fais quelque chose qui te plaît plus, tu vas en être dégoûté et tu vas faire de la merde. Donc il m'a dit, ce qu'il faut, c'est être honnête avec toi, faire ce que toi tu aimes, ce que toi tu aimerais lire en fait, c'est ça. Hein, et croiser les doigts pour que ça plaise aux autres. Mais il faut pas fonctionner à l'envers. Et pour le coup, voilà, c'est suivre les conseils de ceux qui ont de l'expérience parce que c'est en apprenant des autres qu'on évolue dans ce métier. Incroyable. Bah, trop bien. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toi.